On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Toujours le volet politique de nos leaders. En début de semaine, on en discutait avec le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans quelques instants, on va ouvrir le volet Chambly avec la mairesse Alexandra Labbé, une ville de plus de 30 000 habitants quand même, qui doit faire face à cette crise de la COVID avec la réorganisation des services municipaux. Dans une ville qui sort à peine de la tutelle quand même, il faut le rappeler, donc restez avec nous. Mais comme on l'a fait aussi en début de semaine avec les députés de Saint-Jean, fédéral et provincial, on poursuit aujourd'hui cette fois avec la députée d'Iberville à l'Assemblée nationale, Claire Sanson, qui notamment sur son territoire a les fameuses érablières dont on parlait hier, qui sont durement touchées par la COVID de 2019. Donc, entrevue avec Claire Sanson. Quels sont les impacts de cette crise de la COVID-19 dans le comté d'Iberville? On rejoint immédiatement la députée d'Iberville, Claire Sanson. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, M. Latour. Expliquez-nous, dans les premières heures de la crise, comment le bureau s'est-il réorganisé chez vous? Parce que, bon, là, évidemment, votre présence n'est pas requise à Québec en tant que telle, à l'Assemblée nationale, beaucoup de requêtes citoyennes et des entreprises. Bref, comment vous vous êtes réorganisé dans le bureau de comté? Bien, on est là, on est présent, on prend les appels. Naturellement, dans le cas du comté d'Iberville, il y a eu des impacts un peu spéciaux qui ne sont pas répercutés ailleurs au Québec. On sait que c'est la saison des sucres, des cabanes à sucre. Il y en a beaucoup dans le comté d'Iberville. Mont-Saint-Grégoire a été particulièrement touché. C'est difficile pour les acériculteurs, les restaurateurs. Donc, il y a tellement d'informations à maîtriser, mais on prend les appels. Quand c'est nécessaire, on redirige les gens au bon endroit, on rappelle les consignes. Ça va bien. Ça va bien au niveau du bureau de comté. On a hâte que ça finisse. Et je prie régulièrement pour que nous ne soyons pas affligés d'une inondation en plus. Oui, quoique là-dessus, par contre, c'est ça, on a eu des indications qu'il y a moins de neige, semble-t-il, dans les États américains cette année. Semble-t-il que le sol percole suffisamment pour ramasser la neige qu'ils font et que le niveau est même un peu moins élevé que d'autres années pour pareille date. Évidemment, il peut toujours y avoir de la pluie et du vent du sud, mais il semble que cette année, on n'ait pas d'inondation, mais je vous comprends effectivement de craindre un peu le phénomène des inondations. Vous avez fait mention des fameuses érablières dans une précédente entrevue, entre autres avec Mélanie Charbonneau, de l'érablière Charbonneau, à Saint-Grégoire, nous expliquait un peu tous les impacts et ultimement, il y aura des pertes nettes. Bon, évidemment, là, ils n'ont plus d'employés à payer ou de déduction à la source ou de choses comme ça, mais il y aura quand même des pertes nettes. Bref, qu'est-ce que vous conseillez, notamment dans le cas des érablières, qu'est-ce que vous conseillez à ces gens-là de faire pour maximiser l'aide gouvernementale? Bon, dans un premier temps, le premier ministre a été assez clair. Les mesures qui ont été imposées visent à sauver la santé et la vie des gens. Ça, c'est la priorité. Le gouvernement va mettre en place, il a déjà mis en place un certain nombre de mesures pour aider les entreprises avec Investissement Québec. Il y a d'autres mesures qui vont arriver. Naturellement, là, aux petites heures ce matin, Ottawa a déployé des nouvelles mesures, des nouveaux sous. Les deux paliers de gouvernement vont s'arrimer dans le programme pour que ce soit le plus facile, le plus simple possible. Il y aura des programmes pour les entrepreneurs, c'est évident. Les jours qui viennent vont nous les dévoiler, mais on est très conscient au gouvernement des impacts. On le sait à quel point les gens sont touchés. Bon, outre les érablières, est-ce qu'il y a d'autres secteurs importants de l'économie dans le comté d'Iberville qui sont durement affectés par la COVID-19? Bien, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont posé la question de savoir si elles faisaient partie des entreprises potentielles. On a fait beaucoup de démarches avec Québec et conseiller les entrepreneurs. Donc, c'est pas évident, hein, les services essentiels. Quand on est un fournisseur de quelqu'un qui est reconnu comme un service essentiel, c'est une chose. Ouais. Maintenant, il faut rappeler aux entrepreneurs que les places en garderie sont réservées pour le personnel des secteurs de la santé. Parce qu'il faut protéger nos gens de la santé. On va en avoir besoin. On ne sait pas combien de temps ça va durer, cet état d'urgence-là. Donc, il faut prendre soin de nos gens. Donc, pour le moment, il n'est pas question de réouvrir les garderies à d'autres que les employés
Ouais. du secteur de la santé. Bon, on parle beaucoup évidemment de l'impact économique auprès des entreprises, auprès des entrepreneurs, les PME. Il y a évidemment les travailleurs autonomes, quoique là, il y a un nouveau programme du gouvernement fédéral qui va peut-être pouvoir les aider. Mais les citoyens en tant que tels, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui perdent leur emploi ou qui peuvent avoir des enjeux à l'égard du réseau de la santé, est-ce que vous recevez beaucoup de requêtes ou de questions qui viennent simplement du public, là, des citoyens? Je ne parle pas des entrepreneurs, vraiment les citoyens du comté d'Iberville qui appellent leurs députés. Oui, il y en a beaucoup et à tous les jours. Parfois, et là, on est en train de s'organiser. On a formé le groupe des 6, là, c'est-à-dire les 6 élus du Haut-Richelieu, à commencer par le membre de Saint-Jean, le préfet de la MRC, la députée fédérale et les 3 députés du Haut-Richelieu provincial. Et on se parle à tous les jours. On est en train de coordonner nos efforts avec la CDC et les groupes d'action bénévole de façon à pouvoir faire appel aux bonnes personnes, parce que c'est un citoyen qui n'est pas de temps, il ne peut pas aller prendre son Bon. ou aller chercher ses médicaments pour qu'on puisse l'aider. Bon, parce qu'effectivement, au-delà de cette crise qui est internationale, nationale ou provinciale, et malgré toute l'aide que nos gouvernements peuvent nous offrir, les députés restent un peu des canaux de communication avec les ministères et parfois ça peut être un peu compliqué. Et en même temps, vous êtes probablement les mieux placés pour traduire un peu de l'impact de ce que ça a comté par comté, député par député, parce que ultimement, les communautés vont devoir s'organiser, se solidariser, travailler ensemble, vous l'avez dit, former des comités. Bref, ça va passer beaucoup par l'aide qui va s'organiser localement. Ça va passer beaucoup par là. Oui, ça va passer beaucoup par là et je dois dire que en ce qui concerne la région ici, dans le comté d'Iberville, la mobilisation est déjà bien partie. Moi, je dois vous dire que je suis épatée par les services que nous donne la fonction publique à Québec pour nous aider à répondre. Quand on a des questions nouvelles, parce qu'il y a des questions nouvelles qui nous sont amenées à tous les jours, on a des lignes téléphoniques qu'on peut, avec des gens avec qui on peut communiquer, nous, pour obtenir des réponses très rapidement. Alors, on réussit à le faire, que ce soit pour les agriculteurs, les producteurs de lait qui veulent savoir si les vétérinaires peuvent aller sur leur ferme et tout ça. Donc, on est capable de répondre à des questions plus pointues. Naturellement, il y a le site du gouvernement qui est plein de renseignements. Mais il y a beaucoup de citoyens dans le comté qui n'ont pas accès à Internet. Donc, ils sont invités à nous appeler au bureau de comté. On est là pour ça. Bon. Là, évidemment, on ne connaît pas encore la durée de cette crise-là et ses impacts. On pourra faire le bilan probablement dans quelques semaines, voire quelques mois. Mais là, à court terme, évidemment, c'est la santé. Les gens doivent écouter les consignes, ce qui n'est pas toujours facile. Hein? À chaque jour, je pense que tous et chacun, on reçoit des messages d'exemples de gens qui ne respectent pas tout le temps ou qui ne prennent peut-être pas au sérieux. Et pourtant, on le voit notamment dans entre autres, là, les centres des maisons de retraités où il y a un risque plus élevé de frapper durement. Quel est le message que vous passez aux citoyens? Parce que certains trouvent les interdictions très sévères, mais en même temps, est-ce que vous pensez qu'on mesure bien l'importance des mesures qu'on met en place en ce moment? Bien, je pense que les gens, c'est frustrant. C'est sûr que c'est frustrant de dire à quelqu'un ne sortez pas sans supervision. Ouais. C'est difficile, c'est pas le fun, mais on n'a pas le choix. Si on veut en venir à bout, on n'a pas le choix. Il faut écouter les consignes. Alors, les gens de 70 ans et plus, ils ne doivent pas sortir. La société va se solidariser et on va faire ce qu'il faut pour qu'ils n'aient pas besoin de sortir. C'est pour leur vie à eux qu'on fait ça et la vie des autres, mais c'est essentiel. Je le sais, on commence à être fatigué d'entendre le message, mais il va falloir continuer à le répéter. D'abord, on ne veut pas obliger le gouvernement à prendre des mesures encore plus sévères. Ouais. Hein, on ne veut pas que le gouvernement se rende à un point où on doit fermer des villes ou des régions. Là, déjà, on a dit éviter de circuler de région en région pour contrôler le virus. Alors, si on ne veut pas que le gouvernement soit obligé de prendre des mesures encore plus sévères, comme on a vu en France ou en Italie, il faut au moins écouter les consignes de base et prendre ça
très au sérieux. Bien, Claire Sanson, merci beaucoup. Évidemment, et donc les gens peuvent vous contacter au bureau de comté. Donc, le bureau est ouvert, l'équipe est en place. Vous êtes en communication avec vos collègues ministres de différents paliers concernés. Bref, le canal de communication reste ouvert avec sa députée. Tout à fait. 346 1123, on est là. Bien, Claire Sanson, merci infiniment puis bonne continuité. Merci à vous. Reste avec nous. Au retour, on rejoint cette fois la mairesse de la ville de Chambly. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Comment se vit la crise de la COVID-19 du côté de Chambly? On le sait, ça a beaucoup d'impact un peu partout sur les entreprises, sur les citoyens eux-mêmes, mais les villes doivent également se réorganiser. On va rejoindre de ce pas la mairesse de Chambly, Alexandra Labbé. Bonjour et bienvenue. Mais bonjour. Comment ça se vit? En fait, comme citoyenne, ça se vit avec beaucoup d'impact sur la vie de famille, définitivement. Comme mairesse, on teste encore une fois les capacités d'adaptation au maximum. J'ai des équipes de fonctionnaires absolument incroyables autour de moi qui rendent ça super facile, mais on travaille fort. Bon, expliquez-nous dans les premières heures, qu'est-ce qu'on a fait du côté de Chambly? Premièrement, vous avez probablement un comité de mesures d'urgence. Comment les fonctionnaires s'organisent-ils avec le conseil, les services de sécurité? Bref, qu'est-ce qu'on a fait dans les premières heures à Chambly? Bien, je vous dirais que les premières heures, le déploiement a été beaucoup au niveau des ressources humaines, de s'assurer vraiment que les employés qu'on devait mettre en quarantaine, on procédait rapidement, qu'on posait les bonnes questions, puis qu'on s'assurait de faire le tour de l'ensemble du personnel. On s'entend qu'on a plus de 200 employés là, à la ville de Chambly. Donc, ça fait des grosses équipes. Là, il faut faire le tour rapidement. Et je vous dirais que c'est surtout l'équipe des ressources humaines qui a été aux premières lignes. S'assurer aussi qu'on était équipés dans tous les bâtiments là, pour désinfecter, pour se laver les mains fréquemment. On suit, on le fait encore maintenant, mais dès les premières heures, on suit d'heure en heure les communiqués, les diffusions là, qui arrivent du gouvernement. Puis on s'est assuré de s'adapter au fil des directives qui nous étaient données. Là. On les a souvent devancés, je vous dirais. Bon, bien ça, c'est bien. Dites-moi, est-ce qu'à Chambly, au niveau des employés de bureau, est-ce qu'on était déjà dans une dynamique de télétravail? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà installé avec les ordinateurs, les laptops, là, les ordinateurs portables, les VPN et tout ça? Mais on avait une bonne partie déjà d'amorcer. Je vous dirais qu'on a fait dans les derniers mois, là, pour le Conseil sans papier, on a travaillé aussi beaucoup avec le système informatique pour adapter justement à certaines parties de télétravail. Ça nous a fait une bonne pratique. Par exemple, ça fait beaucoup de monde à mettre en télétravail rapidement. Donc, il a fallu déployer un plan un peu plus large. On attend encore certains portables qui tardent à arriver. Mais on est en train de terminer d'installer ce plan-là en fonction. Mais ça va bien. Bon, ce qui fait que quoi, majoritairement, les employés sont capables de travailler de la maison. Là, évidemment, on ne parle pas des policiers, pompiers et col bleu, mais disons pour le personnel de bureau, est-ce qu'on peut majoritairement travailler de la maison? Je vous dirais que pour les services essentiels, ceux qu'on doit maintenir à la population, là, tout se déroule à la normale par les services Internet, par téléphone, par courriel. Donc oui, on est capable de continuer à opérer de cette façon-là. Quand on a une crise comme la COVID, parlez-nous un peu des installations, des infrastructures. Est-ce que les bureaux municipaux sont fermés, les services municipaux sont fermés ou ils sont ouverts? Mais bref, parlez-nous un peu de ça en ce moment.
Bien, ça a été assez rapide là, pour la fermeture des espaces publics, des lieux de rassemblement. Je pense qu'on a suivi, comme je vous disais, les annonces du gouvernement, puis on s'est adapté de jour en jour, d'heure en heure. On a fermé tout ce qui était justement non essentiel, puis avec un haut niveau de trafic. On avait déjà aussi beaucoup de services disponibles en ligne, puis qu'on a rapidement orienté la population vers ces services-là. Donc, pour nous, quand on a annoncé là, la fermeture des bâtiments municipaux, c'était à toute fin pratique un détail qui nous restait à faire. Là, donc, tout était déjà pas mal disponible en ligne. Bon, qu'en est-il de la collecte des ordures et du recyclage? Mais il y a une partie des services, là, c'est quand même intéressant, c'est donné à contrat. En fait, il y a toute cette partie de service-là où on a vérifié avec le contracteur que tout était correct de son côté. C'est eux qui s'assurent de leur plan de contingence et qui nous assurent de respecter le contrat. Dans le cas de Chambly, on est aussi avec une régie là, pour l'usine de traitement des eaux, donc avec la Secto, où on est avec Richelieu et Marieville. À ce moment-là, bien, la Secto aussi nous a envoyé leur plan de contingence. Donc, on a vraiment, là, les équipes s'organisent puis nous envoient là, toute l'information. On est au courant là, d'heure en heure sur comment ça se passe. On a fourni pour eux aussi certains équipements qu'ils ont besoin si jamais on tombait en mode de confinement là, avec les employés pris dans l'usine en mode 24 heures sur 24. Ouais. Donc, on est prêt pour toutes les éventualités, là, pour l'eau potable, les services d'urgence. Bien, la police, on a une réunion cet après-midi avec la régie de police. Donc, on est plusieurs villes là, qui sont préoccupées. On va répondre à nos questions. On va encore là, être rassurés au niveau de nos troupes là, policières. Donc, pour ce qui est évidemment de la filtration de l'eau, l'épuration de l'eau, tout ça évidemment demeure en fonction. Et donc, juste pour être bien certain, donc au niveau des ordures et du recyclage, il n'y a pas de changement au niveau des collectes. Donc, les gens mettent encore les ordures et le recyclage aux mêmes journées, pas de changement? Bien, en fait, on a envoyé une recommandation à tous, un conseil à tous pour la sécurité en fait, des gens qui ramassent les ordures, de les mettre le plus tôt possible à l'avance sur le bord de la rue. C'est vrai que c'est une mesure supplémentaire, mais ils travaillent pas mal plus avec des gants, puis ils prennent leurs mesures aussi d'hygiène de leur côté. Là. Bon, quand vous faisiez mention tantôt des lieux de rassemblement, est-ce à dire que les parcs ou les infrastructures, les jeux pour les enfants sont malheureusement fermés pour une durée indéterminée? Effectivement, au départ, on a espéré pouvoir compter sur la collaboration de la population. On a envoyé un message à tous pour dire d'éviter, en fait, de fréquenter les parcs et de faire des rassemblements. C'est bien d'aller marcher, c'est bien de faire quand même d'activité physique, c'est pas interdit de sortir dehors. C'est vraiment au niveau d'un groupe de personnes où ça devient problématique. On s'est rendu compte assez rapidement, par exemple, qu'elle envoyait un son plus clair, une voix plus claire, puis dire qu'on fermait vraiment les parcs. Je pense que le Parc Canada aussi vient de suivre un peu dans tout ça. Donc, on a quand même des grands espaces verts qui sont gérés par Parc Canada sur notre territoire. Donc, ça a suivi là, quelques heures après. Là. Bon, qu'en est-il du transport collectif? Parce que ça aussi, c'est un enjeu où on essaie d'implanter l'éloignement social entre les individus. Bref, qu'en est-il du transport collectif à Chambly? On a un suivi très, très serré d'Exo. En fait, tous les jours, on a des correspondances de leur côté avec toutes les mesures qui s'ajoutent de jour en jour, mesures de désinfection, mesures de nettoyage. On a eu aussi une adaptation au niveau des services. C'est sûr qu'il y a une moins grande fréquentation des transports en commun. On offre quand même encore le service essentiel. Donc, il y a toutes des adaptations d'horaire, mais on est tenu au courant. On informe aussi là, la population, surtout qu'on a des nouvelles de ce côté-là, au niveau du service. Pour le reste des mesures, c'est vraiment sur une base d'information qu'on reçoit. Au niveau du fonctionnement même du conseil, parce que dans les faits, le gouvernement donc, est allé d'un décret, ce qui vous permet de tenir des assemblées à huis clos, donc sans public et sans période de questions, d'avoir des conseillers sur un système de conférence téléphonique ou vidéo. De votre côté, ça se passe comment? Bien, en fait, on a eu notre première expérience de conférence téléphonique pour une assemblée extraordinaire hier soir. On a dû la convoquer, en fait, suite à l'annonce du gouvernement au niveau des ressources humaines. Il fallait rapidement se retourner là, pour repenser le travail pour les services essentiels, donc adopter un plan de contingence. Alors, dans l'urgence, on a convoqué une extraordinaire, on a fait par téléphone. On est en train, là, au moment où on se parle, de regarder là, au niveau technique comment on va être capable de la rendre disponible pour les citoyens, là, en toute transparence. On veut que vous ayez l'accès au débat.
Donc, ça se passe bien. On était tous en ligne. On a tous été disponibles pour prendre l'appel. Donc, on est capable de fonctionner. On continue à le faire. De toute façon, on est toujours disponible pour les questions des citoyens. On a une ligne qui est en service, là, qui est 450-658-8788. Par ce numéro-là, vous avez accès au service de la ville. On va vous aiguiller, vous épauler. S'il y a des questions, il n'y a aucun souci. On est là. Avez-vous beaucoup de requêtes citoyennes, autant en ligne qu'au téléphone ou courriel ou je ne sais trop? Est-ce que les gens communiquent beaucoup avec la ville? Est-ce qu'ils ont des demandes particulières? Bien, on a quand même beaucoup de demandes. C'est difficile de voir parce que là, on a vraiment tout rapatrié à peu près sur le même numéro. Hein. La bibliothèque est enfermée, plusieurs services qui sont fermés. Donc, c'est sûr que ça semble plus qu'à l'habitude. C'est des demandes qui sont définitivement différentes. On n'a pas le même... c'est pas quelque chose d'habituel. Ce ne sont pas des appels quotidiens, on va se le dire. Là. La population, des fois, un peu plus isolée, un peu plus fragile, qui communique beaucoup avec nous aussi. Là, je dirais les aînés, donc des gens seuls, on a plus de questions de leur côté, mais on est capable là, de les aiguiller vers des ressources qui sont disponibles. Bon, dans un objectif, disons, de sécurité sanitaire, on le sait, les politiciens, les maires, les mairesses, les députés, les ministres sont tous un peu des leaders dans leur communauté. Trouvez-vous que la population de Chambly suit bien les règles? Est-ce que vous voyez aussi tous comme nous, parfois des gens qui ne prennent pas toujours ça au sérieux ou qui trouvent ça très, très, très sévère? C'est quoi le message que vous dites à votre population à Chambly? Bien, il y a toujours place à l'amélioration. On peut toujours faire encore mieux, mais je pense que les gens écoutent bien les directives. Je pense que les gens sont collaboratifs. Je pense qu'il y a un bel élan de solidarité aussi. Ce que je trouve phénoménal, c'est qu'on voit à travers les organismes, à travers les entrepreneurs qui sont souvent pris au dépourvu. On a des belles collaborations qui naissent. C'est magnifique de voir ça. Je pense que ce qu'on a vu naître avec les dessins d'arc-en-ciel, les rallyes qui se font à travers les villes. Je pense que la population a bien entendu le message. Ils développent des belles capacités d'adaptation, de solidarité. C'est beau à voir. Ouais. Bon, évidemment, il y a plusieurs entreprises de fermées, mais les services essentiels font qu'il y a quand même aussi beaucoup de commerces d'ouverts. Et souvent, on essaie d'implanter ou d'inculquer aux gens l'idéologie de soyez local, d'acheter localement. Est-ce que ça, c'est une préoccupation aussi chez vous, que les gens puissent dépenser localement le plus possible? Bien, je suis quelqu'un qui vient de ce milieu-là. Avant de m'impliquer en politique, je travaillais en service à la clientèle. Donc, pour moi, l'achat local, pour moi, les petits commerces de proximité, c'est quelque chose d'essentiel et d'important. J'ai souvent dit par le passé que les emplois qui se perdent, ça peut un jour être nos voisins si on ne se préoccupe pas de nos commerçants tout près. Donc, c'est d'autant plus important maintenant si on veut qu'ils puissent réouvrir leurs portes une fois la crise passée. C'est le moment d'acheter des cartes cadeaux, c'est le moment d'encourager des initiatives qui se sont adaptées avec les livraisons, avec la disponibilité en ligne. Donc, vraiment, le moment de dire à nos commerçants, on vous aime, on vous soutient, puis on le fait là, de manière physique. On vous encourage là, en achetant chez vous. Bon, en terminant, ça ne fait pas très, très, très longtemps que vous êtes mairesse de Chambly. On sait que vous avez une situation particulière. Vous êtes sortie d'une tutelle, élection partielle à la mairie dans quelques districts, votre directeur général qui est en congé de maladie. Puis là arrive cette crise-là aujourd'hui. Ça fait beaucoup de choses en pas grand temps. Comment vous vivez avec tout ça? C'est drôle, hein, parce que ces derniers jours, j'ai répété très souvent, j'ai l'impression que la vie m'envoie un message. On teste mes capacités d'adaptation. Challenge accepté, dans le bon français, j'accepte le test, je suis là, je peux m'adapter. Et je pense que honnêtement, ça se fait pas toute seule. Je suis hyper bien entourée. Ça va bien. L'équipe de la ville de Chambly, les fonctionnaires sont d'un support phénoménal. Les citoyens sont très bien servis. Alexandra Labbé, merci beaucoup, puis bonne continuation, bonne chance. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Restez là, au retour, le mot de la fin.
Du côté de la MRC de Rouville, donc les services de collecte des ordures et du recyclage sont toujours maintenus, à l'instar d'autres municipalités. Donc, pour le moment, il n'y a pas de changement de ce côté-là et c'est la même chose du côté de la MRC de Rouville. Évidemment, vous savez, on est en situation assez particulière. Là, nous, on maintient encore le tournage de nos entrevues, mais avec des entrevues à distance, avec un studio, avec aucun technicien, qu'une seule personne en régie qui fait à peu près toutes les autres tâches. Bref, on essaie de vous fournir l'information locale et régionale dont vous avez besoin. Et nous, on se fixe rendez-vous lundi pour un prochain ericlatour.com. Bye-bye.